Marie-Audrey nous annonce un peu de soleil aujourd'hui, de quoi satisfaire les amateurs de jardinage qui risquent de prendre d'assaut les centres de jardinage, d'horticulture pendant le long week-end de la Fête des Patriotes. C'est devenu une tradition vraiment. Puis avec moi, Albert Mondor, horticulteur, auteur de plusieurs ouvrages sur l'horticulture environnementale, l'agriculture urbaine. Bonjour Albert. Bonjour. Ça fait plaisir à bien du monde d'être là ce matin parce que... Merci, c'est mon plaisir à moi. On sait plus trop, là. Est-ce que c'est la bonne fin de semaine pour planter cette année avec le printemps qu'on a eu? Oui, pour bien des gens, ce serait le moment là, de planter. Puis en fait, on n'en peut plus là, du mauvais temps, de la grisaille. Alors, je pense qu'il est grand temps de se mettre au jardinage. Ne vous réfrénez pas, c'est le temps de planter la plupart des légumes, sauf les légumes tropicaux. Alors, les légumes qui demandent beaucoup de chaleur, l'aubergine, le poivron, la tomate, on peut peut-être attendre un peu encore jusqu'à la toute fin de mai, peut-être même début juin selon les régions. Par contre, tous les légumes de climat frais, les kales, les laitues, les épinards, les bok choy, la plupart des fines herbes aussi, mis à part le basilic là, qui demande beaucoup de chaleur, mais on peut planter le thym, on peut planter la sarriette, on peut planter le persil sans problème. Ah oui, donc on peut vraiment prendre l'avance. Oui, absolument. Et tous les légumes racines, là, carottes, les pommes de terre, c'est le temps de tout mettre ça en terre. Là. Donc, il n'y a pas de risque avec le gel au sol parfois qu'on peut avoir. Est-ce que c'est, vous dites le même conseil pour l'échelle du Québec, par exemple? Oui, absolument. Oui? Bien, le kale, par exemple, qui est une plante qui résiste très bien au froid, ça peut résister à des températures de moins 10, là, moins 12 degrés Celsius. Bien, il peut être semé ou planté dès le mois d'avril. On n'a pas à attendre à la toute fin de mai là, pour planter ça. C'est une plante qui aime la fraîcheur. Il peut neiger sur un kale, il va très bien s'en remettre. Ah, oui. Il n'y a pas de problème. Mais la condition, cependant, si ces plantes-là ont été cultivées, si on achète des plants en pot, s'ils ont été cultivés dans une serre, il faut les acclimater. C'est important de ne pas leur donner un trop grand choc. Donc, on les sort quelques heures, on les rentre et au bout de 2 ou 3 jours de cette gymnastique-là, on peut finalement les mettre en terre. Ah, bien là, vous me l'apprenez. Je savais pas qu'on devait faire ça. Donc, on les sort à l'extérieur, on les rentre, puis quelques fois par jour, pendant quelques jours? Pendant quelques heures par jour, on les laisse à l'extérieur, on les rentre pour la nuit, puis on les ressort le lendemain un peu plus longtemps. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est la même chose avec les fleurs? Oui, c'est exactement, c'est le même principe. Certaines fleurs sont très résistantes au froid. On pense notamment aux soucis, les pensées également. C'est des plantes très résistantes. Les géraniums, les fameux pélargoniums, en fait, c'est le vrai terme, c'est le vrai nom de ces plantes-là. C'est des plantes extrêmement résistantes. Donc, on peut se permettre de planter dès maintenant. Et il faut les acclimater aussi. Oui, d'accord. Vous nous avez apporté votre tout nouvel ouvrage, Les plates-bandes gourmandes. C'est vraiment là-dedans que vous vous spécialisez depuis des années, les fameux jardins comestibles. Oui, j'ai toujours adoré les plantes comestibles. J'en ai toujours cultivé. Mes parents faisaient des grands jardins, potagers. Mais je me suis beaucoup intéressé pendant plusieurs années uniquement aux plantes ornementales. Mais là, cette époque-là, en tout cas, en ce qui me concerne, est révolue. Maintenant, je m'intéresse à ce qui est beau et ce qui est bon aussi. Alors, je considère qu'un jardin devrait être utilitaire, mais devrait aussi être joli, devrait être beau. Donc, il devrait nourrir l'esprit, nourrir l'âme, mais aussi nourrir le corps. C'est vraiment tendance aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est plus qu'une tendance. Je dirais même qu'il s'agit carrément d'un mode de vie. Là. Les gens ont besoin de retrouver l'essence des aliments, l'offre alimentaire, l'industrie agroalimentaire offre des produits qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Il y a beaucoup de problèmes aussi actuellement liés à l'industrie agroalimentaire. Alors, je pense que les gens ont un grand besoin de retrouver l'essence des aliments, se nourrir de nourriture saine, de qualité, qu'ils ont produit eux-mêmes, localement. Donc, ça permet d'éviter le gaspillage. Oui. On ne peut pas espérer être autosuffisant avec ce genre de jardin-là qu'on fait chez soi, mais à tout le monde, on peut dépendre moins, justement, de la bouffe qu'on retrouve en supermarché. Donc, avec beaucoup de fraîcheur, puis on reprend le contrôle sur les aliments qu'on veut consommer. On se dit, bon, ben au moins, on sait quel produit il y a eu sur ce que je mange. Bien, c'est ça. On a le contrôle sur ce qu'on mange. Puis en plus, bien, c'est fait à proximité de chez soi, c'est fait à côté. Donc, il y a moins de transport, moins de gaspillage. Vous savez qu'il y a un légume sur 2 sur la planète, un fruit sur 2. En fait, c'est 45 le vrai chiffre de tous les légumes et les fruits qui sont jamais consommés. Ah oui, c'est énorme. Ça, c'est les chiffres de la FAO, là. C'est énorme. Et ça, c'est lié en grande partie au transport et à l'entreposage. Évidemment, chez nous aussi, dans nos réfrigérateurs, on perd beaucoup de nourriture, mais on en perd davantage par le transport et par l'entreposage. Donc, en faisant de l'agriculture urbaine, en créant des plates-bandes gourmandes ou encore en jardinant en pot sur votre terrasse, bien, vous pouvez éviter ce transport et ce gaspillage. Et c'est quoi le meilleur conseil que vous me donneriez ce matin pour commencer une plate-bande gourmande par rapport à l'association des légumes qu'on peut mettre les uns à côté
des autres, par exemple? Bien, je pense il faut y aller avec beaucoup de créativité, être imaginatif, s'amuser aussi, ne pas peur de faire des erreurs. Donc, on marie les plantes, à peu près tout va avec tout. Ah oui? Il y a quelques plantes qui s'associent difficilement. On pense au fenouil, par exemple, qui côtoie mal le poivron. Le poivron, en fait, va réduire sa croissance et son développement quand il est à proximité du fenouil. Tenez-vous bien, là, le fenouil émet des clics, il émet des vibrations, des ondes sonores, des cliquetis que le poivron peut capter. Et c'est ce qui fait qu'il ralentit sa croissance. C'est vraiment étonnant. Ah oui, c'est vraiment Par contre, pour la intéressant. plupart des autres végétaux, ils arrivent bien à se côtoyer. Et très important, par contre, de mettre des végétaux qui ont des besoins semblables. Et on peut marier des fruits, on peut marier des fleurs comestibles, des légumes tropicaux, mais vivaces aussi, comme de la rhubarbe, comme des asperges. Et tout ça mêlé ensemble va nous donner une plate-bande, avec des plantes Ça ornementales va être typiques beau, aussi. Il n'y a, oui. rien qui vous empêche de marier tout ça avec vos rosiers, qui sont d'ailleurs comestibles en passant. Les fleurs des roses se mangent. Et les fruits aussi. Très important, cependant, d'enlever les semences, les graines des fruits des rosiers, qu'on appelle d'ailleurs des cynorhodons, hein, c'est le vrai terme, là. Alors, il faut enlever les graines parce qu'elles sont poilues. Et tenez-vous bien, avec ces poils-là, on fait le poil à gratter. Alors, oui, exactement. En fait, c'est très urticant. D'ailleurs, on appelle les fruits des rosiers les gratte-culs. Bon, on en apprend pas mal sur les plantes. Mais merci beaucoup, Albert Mondor, Ça de m'a nous fait voir ce plaisir. matin. Alors là, on sort les râteaux, on sort Oui, c'est le temps, les là. gants, la On s'y terre, met. puis on va choisir les fleurs et les légumes qu'on veut planter. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de semaine.